Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec Santé Mag. En ce mois sacré de Ramadan, nous nous penchons sur une question importante. Comment concilier le jeûne et les maladies chroniques? Alors si la religion et le corps médical s'accordent sur la nécessité d'adapter la pratique du jeûne aux impératifs de santé, nombreux sont ceux qui choisissent de jeûner malgré les risques, un choix qui peut parfois s'avérer source de complications. Alors aujourd'hui, nous allons aborder certaines pathologies chroniques pour lesquelles le jeûne est généralement déconseillé en raison des complications qu'il peut engendrer, et nous aborderons aussi et également l'obésité. Alors l'obésité, une maladie chronique de plus en plus répandue pour laquelle le jeûne pratiqué de manière encadrée peut constituer un outil thérapeutique. Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui professeur Tobaïbi Armal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital de Bertaria et président de la Société algérienne d'obésité et de maladies métaboliques. Bienvenue à vous. Effectivement, merci pour l'invitation. Avec nous aussi professeur Awish, professeur Samer Awish. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diabétologue, endocrinologue et chef d'unité diabétologie à l'hôpital Mustapha Bacha. Bienvenue à vous. Oui, c'est ça, merci. Alors nous parlons aujourd'hui des maladies chroniques et du jeûne. Alors pour certaines maladies chroniques, il est déconseillé de jeûner. Il y a une sensibilisation qui est faite sur les plateaux télé, sur la radio. Chaque année, on en parle. Et puis vous aussi, vous en parlez avec vos patients. Alors la sensibilisation justement autour du jeûne et des maladies chroniques a-t-elle porté ses fruits? Est-ce que les patients appliquent justement vos conseils, professeur Tobaïbia? Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde, les auditeurs et auditrices. Et je suis ravi d'être ici justement pour parler du Ramadan et les maladies chroniques. Et vous avez bien fait de commencer par l'obésité parce qu'aujourd'hui l'obésité est considérée comme une maladie chronique. Ça a été décrété déjà par l'OMS déjà en 1995 et en Algérie depuis 4 ans, l'obésité elle est reconnue comme une maladie chronique. C'est une maladie chronique qui va conduire aussi à d'autres maladies chroniques encore plus graves. Et c'est l'occasion, je pense, pendant le mois de Ramadan, pour parler de cette maladie, parce qu'aujourd'hui, le 4 mars, c'est une journée dédiée justement à la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Et je pense que c'est une bonne chose de parler de l'obésité et des maladies qui vont l'accompagner, particulièrement le diabète, comme vous allez le voir tout à l'heure. Au moins 80% donc, des malades obèses, surtout lorsque l'obésité est importante, vont développer un diabète et d'autres pathologies chroniques. D'accord, très bien. Et pour la sensibilisation, si je pourrais dire un mot, c'est vrai, il ne faut pas baisser les bras, il faut répéter et répéter encore, et je pense grâce aux médias, grâce à vous, grâce à d'autres médias aussi, on commence à sentir justement l'effet de cette sensibilisation, même si elle n'a pas atteint donc un niveau important. Le niveau escompté, mais je pense il y a quand même des prémices, il y a même des effets positifs. Oui, prise de conscience de la part aussi bien des professionnels de la santé, parce que c'est important, parce qu'à l'époque on disait aux gens ne jeûnez pas et ça s'arrête là. Aujourd'hui on leur explique pourquoi il ne faut pas jeûner, et s'ils jeûnent on va les accompagner, on va leur expliquer comment il faut se comporter en cas de complications et en cas de nécessité d'ajuster le traitement, mais aussi de la part des autorités. Aujourd'hui, vous voyez qu'on donne plus d'importance à la prévention. Il y a toute une semaine de la prévention, en plus des journées qui sont dédiées durant l'année pour la prévention. Mais aussi pour les maladies, particulièrement pour les maladies chroniques, l'obésité et le diabète, sans oublier le cancer, sans oublier l'hypertension artérielle, ni les autres pathologies chroniques. Très bien. Et professeur Awish, à votre avis, vous allez répondre aussi à la question, mais à votre avis, pourquoi il y a une réticence justement à ne pas appliquer les conseils des médecins? Alors, je dirais que c'est une très bonne question parce que quand on parle du patient diabétique, ça dépend de quel patient on parle déjà. C'est-à-dire, est-ce que réellement ce patient-là, donc, il a été éduqué ou non? Alors, si vous parlez maintenant des patients qui ont été sensibilisés, ça veut dire qui ont assisté à des séances d'éducation. Effectivement, vous avez une réponse. Vous avez donc, ce sont des malades habituellement qui obéissent en quelque sorte.
c'est-à-dire donc au conseil des médecins ou bien à l'éducateur. Mais si vous avez des malades effectivement qui ne sont pas réellement dans cette optique d'éducation, etc., alors ce sont habituellement des malades qui complètement ignorent les conseils de leur médecin, et malheureusement ce sont des patients qui vont finir par faire des complications pendant le mois du Ramadan. Donc du coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'accompagnement et l'éducation des patients. Ça veut dire donc on est obligé d'éduquer, on est obligé éventuellement d'accompagner le malade diabétique, qu'il soit jeûneur ou non jeûneur. Et ça c'est vraiment important, et ceci pour minimiser éventuellement les risques qu'on puisse éventuellement avoir pendant le Ramadan. Alors avant de continuer justement de parler des maladies chroniques et les risques encourus par les patients, ce que je vous propose tout de suite, c'est un reportage de notre journaliste Frial Chir. Alors elle a assisté à la 6e journée de formation médicale continue sur les maladies métaboliques qu'a organisé l'association des médecins internes d'Elbière. Et justement, elle a tendu le micro à des professionnels de santé pour des conseils pour les malades chroniques. On suit ça et on revient tout de suite. À l'approche du mois de Ramadan, de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension s'interrogent. Peut-elle jeûner sans danger pour leur santé? On entend par maladie chronique toutes les maladies qui durent pratiquement toute la vie, maladies non transmissibles, en particulier le diabète, bien sûr, type 2 en général ou type 1, en particulier l'HTA, l'hypertension artérielle aussi, qui est une maladie chronique, toutes les cardiopathies aussi, et par exemple aussi, on a aussi l'insuffisance rénale. Tout ça, c'est des comorbidités, c'est des maladies chroniques qui sont des maladies qui durent longtemps, si l'on veut. Pendant le Ramadan, il ne faut pas négliger ces maladies chroniques comme le diabète et l'HTA. Donc ce que je conseille, de suivre les révisions diététiques, de prendre leur traitement, de consulter leur médecin et de ne pas dire que pendant le Ramadan, tout va aller très bien. C'est après que les complications vont être découvertes. Un suivi régulier est essentiel à la fin d'éviter les complications et de profiter pleinement des bienfaits du mois sacré. Entre bilan de santé, ajustement du traitement et contrôle médical, une prise en charge adaptée permet de conseiller jeûne et bien-être. Pour gérer ce mois de piété, de convivialité, avec beaucoup d'égards pour leur santé. Et c'est quoi l'égard pour la santé? D'abord, nous avons au moins 10% de notre population qui est dans le prédiabète et souvent ils l'ignorent, ils ne font pas des bilans de santé et nous refusons, nous ne voulons pas qu'ils basculent dans le diabète après le Ramadan, parce que c'est ce qu'on constate à chaque fois. Donc faites-vous un bilan, il est encore temps. Jeûner, d'abord c'est un repos physiologique, vous allez donner congé à vos organes, il n'y a pas de glucides, le pancréas ne va pas produire d'insuline, le stomac ne va pas prendre d'acide d'HCl, donc il y a des bénéfices. Et c'est l'occasion pour l'organisme de faire sa toilette, son nettoyage, le foie va convertir son glycogène en glucose, donc on va détoxiquer l'organisme. Il va y avoir une stimulation cellulaire, une amélioration de l'immunité. On améliore certains paramètres, les lipides, l'inflammation. Donc il y a énormément de mais c'est pour ça que Dieu nous... Mais le problème, c'est de ne pas... Ce qu'on a gagné la journée, il ne faut pas le perdre le soir à table par une suralimentation. Les spécialistes recommandent un suivi médical régulier, ainsi qu'une bonne hygiène de vie. C'est quoi hygiène de vie? Je l'assimile à un édifice qui va reposer sur des piliers. Le premier pilier, c'est d'avoir une alimentation saine. C'est-à-dire, elle est variée, elle est équilibrée, elle est modérée et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Le deuxième pilier, c'est la pratique d'une activité physique. Vous ne pouvez pas dissocier la diététique de l'activité physique. Donc, il faut avoir une activité physique adaptée à tout un chacun, selon son âge, selon sa pathologie. Comme on dit en arabe, « al-haraka baraka », parce que l'activité physique a des bénéfices. Le troisième pilier, c'est la perte de poids. En prenant les précautions nécessaires, chacun peut profiter sereinement des bienfaits du mois sacré, tout en préservant son bien-être. Alors quand on parle de jeûne et de maladies chroniques, on pense souvent au diabète et on pense aussi à l'hypertension artérielle. Mais quelles sont toutes les maladies où c'est interdit de jeûner, professeur Tobaybia? Merci pour la question. Je voudrais revenir sur les différentes catégories de patients ou de malades
qui vient consulter. Il y a 3 catégories en matière de diabète, à mon avis. Oui. Il y a ceux qui viennent, ils vous disent donc je ne vais pas jeûner. Ils vont changer d'avis, ils vont jeûner. Il y a d'autres qui vous disent moi je vais jeûner. Il va changer d'avis. Il y a d'autres qui viennent, il ne sait pas. Il vient, il vous dit peut-être je vais jeûner, peut-être pas. C'est pour cela que c'est important, comme ça a été dit par notre collègue, il faut enseigner ou éduquer tous les patients qui souffrent de maladies chroniques, et particulièrement les malades diabétiques, parce que c'est un problème d'insuline, problème de régime. Donc c'est pour cela qu'on insiste plus sur le diabète et on oublie les autres maladies chroniques. Alors qu'il y a plein de maladies chroniques. Les maladies chroniques, il y a certaines qui voulaient par pousser rémission, c'est-à-dire on les traite, donc ils sont en rémission, donc on peut jeûner et ça pose aucun problème, mais pendant l'effervescence ou pendant la poussée, le malade ne peut pas jeûner parce qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre, il y a certaines règles à respecter. Donc le plus souvent, on déconseille donc de ne pas jeûner. Les maladies inflammatoires, vous prenez par exemple maladie inflammatoire de l'intestin, vous prenez les maladies neurologiques, la sclérose en plaques et d'autres pathologies. Aussi, il y a des maladies où c'est des maladies chroniques qui vont évoluer sur le long terme. Il n'y aura pas de rémission, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les 2 exemples. Si je parle du diabète, même s'il y a aussi maintenant il y a des rémissions si on applique certains traitements, comme la chirurgie bariatrique, on peut espérer une rémission, une guérison de la maladie. La rémission, c'est-à-dire, c'est presque le malade il est guéri, mais il risque de récidiver. La maladie risque de récidiver. Donc, durant la poussée ou durant le déséquilibre, il est déconseillé de jeûner. Que ce soit pour le diabète, que ce soit pour l'hypertension, pour les maladies cardiovasculaires, pour les maladies inflammatoires, parce que le malade, il est déjà en situation critique. Parce qu'il est en poussée, c'est-à-dire sa maladie, elle est déséquilibrée. Il faut d'abord équilibrer la maladie, contrôler la maladie et puis proposer, bien sûr, le jeûne, ça pose aucun problème. Le jeûne, donc il faut savoir que c'est une thérapie très efficace. Ça a démontré son efficacité dans pratiquement aussi bien chez les patients sains que chez les patients malades, s'ils respectent certaines règles. Exactement. Ça, c'est le point le plus important. S'ils respectent certaines règles, maintenant, même pour les malades qui ont un cancer, comme vous le savez, maintenant, le cancer est devenu une maladie chronique. Hein, parce que les malades peuvent rester en vie pendant 20 ans, 30 ans, voire... Le jeûne est recommandé pour les Le jeûne, personnes, oui, aussi. En dehors de certaines périodes, quelqu'un qui est sous chimiothérapie, c'est tout à fait normal, avec risque de vomissement, de douleur, d'intolérance, c'est tout à fait normal, c'est déconseillé. Quelqu'un, par exemple, qui a un cancer, mais qui a une anémie sévère, qui a une fatigue importante, on ne va pas lui conseiller de faire du jeûne, sinon il ne pourra pas supporter. C'est pour cela qu'il faut, je pense, séparer les maladies chroniques qui sont bien contrôlées des maladies qui ne sont pas contrôlées. On n'est pas contre le jeûne. Au contraire, on sait que le jeûne apporte un plus. Pour toutes les maladies, je pense, dans l'avenir, avec le développement de plusieurs médicaments et des moyens de surveillance pour beaucoup de pathologies, on pourra peut-être autoriser, entre guillemets, le jeûne sans danger. À condition qu'il soit, voilà, mais à condition qu'il soit bien encadré et appliqué comme il se doit. Mais ce n'est pas le jeûne, parce que ce n'est pas le jeûne qui pose problème. C'est plutôt le Ramadan qui pose problème. C'est notre tradition. Voilà. L'environnement, parce qu'il y a un changement du mode de vie pendant le Ramadan. La vie, elle était diurne, elle devient nocturne, et les gens donc pratiquement dorment très peu, mangent de façon déséquilibrée pendant l'iftar. Donc vous avez plein de calories, plein de sucre et plein de... C'est la sédentarité, le manque de sommeil, l'alimentation excessive. Exactement. Pour beaucoup de patients, il y a beaucoup de patients plutôt qui se comparent par exemple à leurs voisins, à leurs cousins, à leurs frères, en disant aux médecins mon frère aussi a un diabète, ou mon frère ou mon cousin aussi a un diabète, lui il a été autorisé à jeûner, alors que moi non. Pourquoi ? Donc
il y a une individualisation de la prise en charge. Chaque patient est différent. Justement, il y a des profils patients. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des particularités par rapport à chaque patient. Alors en fait, déjà la question qui se pose, qui peut autoriser ou contre-indiquer le jeûne? Eh bien, c'est le médecin traitant. J'ai bien dit le médecin traitant, et non pas n'importe quel médecin, parce que malheureusement, on reçoit quelques malades qui viennent à l'hôpital de jour et qui nous posent des questions, est-ce que je peux jeûner? La réponse, je ne sais pas, même si je suis médecin. Donc là, le médecin traitant, qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît bien son médecin, son malade, il va faire une évaluation à travers plusieurs paramètres biologiques, donc par rapport à ses complications, par rapport à l'interrogatoire qu'il va faire, et c'est à partir de là qu'il va éventuellement contre-indiquer ou bien autoriser le jeûne. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui un score. Alors c'est un score qui est établi, qui a été validé donc en 2021 par des experts internationaux. Et bien sûr ce score, donc il y a plusieurs critères et items qu'on évalue en fonction bien sûr des points. Et quand on additionne, donc du coup on aura trois profils de patients. Alors ceux qui sont dans le risque faible, qui ne devraient pas jeûner. Ceux qui sont dans le risque modéré, qu'on peut éventuellement peut-être donc accompagner les patients et les surveiller pendant le jeûne, et ceux qui sont dans le haut risque et ne devraient pas jeûner. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de scorer le patient. Alors le score est basé sur plus, est-ce que c'est un DT1 ou DT2? Il y a aussi les complications, surtout les complications aiguës, surtout les époux. Alors si je parle par exemple, je prends le cas de malade qui a une hypoglycémie asymptomatique, on en parlait tout à l'heure, ben effectivement ce malade ne devrait pas jeûner d'emblée parce que tout simplement il est scoré. Eh bien oui, il ne ressent pas. Donc il risque de faire une hyposévère, voire même un coma hypoglycémique. Alors il y a aussi, on voit aussi les complications de type acédocétose ou bien les comas hyperosmolaires. On regarde aussi parmi les maladies qui contre-indiquent aussi le jeûne, c'est la maladie cardiovasculaire, notamment quelqu'un qui vient de faire un AVC ou un IDM, il ne devrait pas jeûner. On regarde aussi le débit de filtration glomérulaire et la fonction rénale, c'est très important. À partir de là, donc il y a un score. Est-ce que le malade il est apte à faire de l'autosurveillance glycémique ou non, le degré de déséquilibre glycémique, est-ce que le patient fait une activité physique intense qui exposerait au risque de déshydratation, est-ce que le malade il est fragile, est-ce qu'il vit seul, et on regarde aussi l'expérience du malade par rapport au ramadan précédent, et aussi on regarde les thérapeutiques, est-ce que ce sont des thérapeutiques dangereuses qui peuvent éventuellement exposer à des risques hypoglycémiques. Donc tous ces critères, vous voyez que c'est des critères qu'on évalue, et à partir de là on peut éventuellement indiquer ou contre-indiquer le jeûne. Et si un patient décide quand même de jeûner? Alors là, il ne faut pas le délaisser. Ça, c'est un message aussi qu'on lance pour nos confrères médecins, parce qu'il y a certains qui leur disent, écoutez, donc ne revenez plus me voir. Non. Si un malade décide de jeûner, il faut l'accompagner. Parce que finalement, lui, il a décidé. Donc si je l'accompagne, alors l'accompagnement, il se base sur plusieurs choses. D'abord, il y a les règles hygiéno-diététiques, qu'est-ce qu'il doit manger. Il y a surtout, et ça c'est une chose très importante, le réajustement thérapeutique. Comment on va réajuster éventuellement ces traitements pour minimiser le risque des hypoglycémies. Et il y a aussi l'autosurveillance, comment il doit s'autosurveiller. Donc il y a l'activité physique, il y a plusieurs paramètres qu'on regarde et c'est à travers ça qu'on peut minimiser le risque par rapport à les complications pendant le jeûne. Et quels sont justement les effets du jeûne justement sur un diabétique qui décide quand même de jeûner? Qu'est-ce qu'il risque au juste? L'objectif justement, comme ça a été dit, du score, c'est de minimiser le risque. On sait que le risque existe, même chez les patients qui ont un risque faible. S'ils ne respectent pas certaines règles, ils vont développer des complications. Je vous donne un exemple. Si on fait un score, on trouve que le risque est faible. Ça veut dire que ce malade doit jeûner, parce que il doit jeûner. Mais s'il jeûne, s'il ne respecte pas certaines règles, il risque de faire des complications. Il risque de faire une hypoglycémie, il risque de faire une hyperglycémie, il risque de faire une hyperhydratation. Et c'est un élément important, surtout l'alimentation pendant le ramadan. C'est le problème majeur. L'alimentation, particulièrement le soir. Si vous avez beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de calories, plein de sucre, plein de fritures, plein de gras, et c'est tout à fait normal, la glycémie va augmenter. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter ses doses d'insuline. Elle augmente ses doses d'insuline et après, elle risque aussi de faire des hypoglycémies pendant la journée. C'est pour cela qu'il faut enseigner ou éduquer, ce qu'on appelle éduquer, c'est-à-dire
essayer d'autonomiser la personne, c'est-à-dire la personne, elle va devenir autonome pour gérer son diabète en cas de problème. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce qu'on appelle la tentation, c'est simple de conseiller aux gens, mais c'est difficile de respecter, qui me in English, it's easy to talk about it, but it's difficult to do it. C'est plus facile de dire ça en anglais que de dire en français. C'est pas évident. C'est facile à dire qu'à faire. Voilà, c'est facile à dire qu'à faire. Et surtout en matière d'alimentation. J'ai un ami, il m'a dit, écoutez, ma femme, elle m'interdit de manger le soir, alors qu'est-ce que je fais? Pendant la journée, je mange tout ce que je veux, et après, on dehors de Ramadan. Oui. Donc c'est important. Changer le comportement d'une personne, c'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut l'accompagner. Il ne faut pas trop juger les patients, il ne faut pas lui dire, vous ne respectez pas, mais comme ça a été dit par mon collègue, donc on va essayer de l'accompagner pour minimiser le maximum. En tout cas, les complications constatées sont là pendant le jeûne, aussi bien chez les patients qui font carême que chez les patients qui ne font pas carême. Et je dirais même, pour les patients particulièrement diabétiques, il y a des malades qui ne font pas carême, qui ne jeûnent pas et qui font plus de complications. Ça a été démontré dans plusieurs études. Ils font beaucoup d'hyperglycémie. Pourquoi? Pendant la journée, ils grignotent. Ils sont à la maison, ils grignotent. Ils mangent un peu de sucre, ils mangent un peu de gras. Et donc, il fait une hyperglycémie. Et s'il est à l'extérieur, par exemple, il travaille dans un endroit, il ne peut pas manger devant tout le monde, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il ne prend pas son déjeuner, il va faire une hypoglycémie. Et c'est pour cela qu'il faut aussi aider ces patients-là, les aider par un accompagnement de la part des médecins, mais aussi la famille et la société. Il faut que la société aussi, dans le milieu de travail ou bien sûr dans les milieux de transport ou n'importe où, donc ils trouvent donc le soutien de la population. Que ce malade ne soit pas pointé du doigt et qu'on essaye de comprendre pourquoi il ne le fait pas avant de l'accuser de quoi que ce soit. Bien sûr, c'est ça notre problème. Oui. Et moi je pense qu'il faut que ça change et je pense que les gens, ils deviennent, à mon avis, ils deviennent plus réceptifs qu'avant. Donc à l'époque, on n'acceptait pas que les gens ne jeûnent pas. Oui. Maintenant, ça devient au contraire. Nous, on pousse. Oui. À l'époque aussi, les médecins disaient pas de jeûne. Il ne faut pas jeûner du tout. Maintenant, il y a des gens qui sont maintenant compréhensibles parce qu'on a compris que le jeûne apporte beaucoup de bénéfices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout sur le plan psychologique. Donc, ça a été démontré lorsqu'on comparait les patients qui jeûnaient, diabétiques jeûnaient et ceux qui ne jeûnaient pas. Il y a plus d'anxiété, plus d'angoisse, plus de dépression chez les patients qui ne jeûnent pas. Parce qu'en fin de compte, moi, je n'ai pas jeûné et mes chiffres glycémiques sont toujours élevés. Là, j'ai fait des complications. Donc, on ne voit pas la différence et on culpabilise. Voilà. Donc, il faut savoir utiliser les bonnes paroles au bon moment, justement, pour orienter le patient. Très bien. Alors, un patient, justement, qui a un problème de diabète, à quel moment faut-il qu'il rompe le jeûne? Qu'est-ce qui doit l'alerter ou alerter son entourage? Parce que l'entourage aussi est important. Oui, très bonne question, parce qu'au fait, malheureusement, les patients diabétiques, c'est-à-dire quand ils font des complications aiguës, alors la problématique, c'est que déjà, ils ne consultent pas. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, donc, quand vous allez voir les consultations pendant les ramadans, donc elles sont un petit peu désertées. Et ça, c'est malheureux, parce que normalement, le diabétique, il doit être plus proche de son médecin pendant le ramadan, parce que c'est là où il risque de faire éventuellement des complications aiguës. Alors, les complications sont très connues. Donc là, c'est l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, donc, c'est la complication la plus fréquente. Il y a des études, dans l'étude d'Epidiar, on avait démontré que malheureusement, elle est 7 fois et demi plus chez les DT2 que par rapport donc en dehors du ramadan. C'est pour vous dire qu'effectivement on risque de faire des époux. Et même si on est à quelques minutes de l'Aden, là, quand on fait une hypoglycémie, il faut interrompre le jeûne. Ça, c'est un message fort que je donne pour nos patients diabétiques. Deuxième condition, c'est quand on a éventuellement une hyperglycémie. Alors là, le malade, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, ah, je suis en hyperglycémie, donc je préfère continuer pour que la glycémie baisse. Non, c'est faux. Parce que finalement, quand on fait une hyperglycémie, on provoque éventuellement une polyurie, donc on risque de faire une déshydratation, donc du coup, on va augmenter la glycémie et on risque de faire un coma acidocétosique ou un coma hyperosmolaire. Donc là, c'est la deuxième condition où le malade doit interrompre le jeûne. Et on a une autre condition, c'est toute maladie intercurrente. Ça veut dire si, par
exemple, le malade, comme il vient de dire professeur Tobaybia, donc il vient de faire une, je sais pas, c'est-à-dire une grippe, un problème IDM, il vient de faire un AVC, il vient de faire n'importe quelle maladie inflammatoire, infectieuse ou autre, là, il doit interrompre le jeûne. Donc, vous voyez que ce sont des conditions qui sont très importantes. Et bien sûr, il va interrompre le jeûne, mais il doit consulter son médecin. Ça, c'est clair. Comment doit se faire justement la rupture du jeûne? Alors, pour beaucoup, je vais prendre du sucre et puis ça ira tout de suite si on fait une hypoglycémie ou par exemple pour l'hypoglycémie. Il y a une méthode justement où il faut justement s'alimenter seulement ou comment faire? Non, justement, c'est-à-dire quand il fait par exemple une hypoglycémie, alors là, il ne s'agit pas de se resucrer et après continuer le jeûne. Non. Là, il va arrêter complètement le jeûne. Et après, donc, une fois qu'il va consulter éventuellement son médecin, il va éventuellement regarder pourquoi il a fait une hypoglycémie. Est-ce que réellement c'est un problème de réajustement de son traitement? Est-ce qu'il a fait peut-être une dose plus importante d'insuline, etc. Donc, du coup, quand on fait une hypoglycémie, l'hypoglycémie, ça dépend du niveau. Si on fait une hypoglycémie habituellement donc, de niveau 1 ou de niveau 2, ça veut dire inférieur à 0,70 ou 0,54, on peut se resucrer par voie orale. Donc là, c'est 15 grammes de sucre, c'est connu ça, donc dans un verre d'eau, plutôt, donc oui c'est ça, dans un verre d'eau, ou bien il peut prendre un soda sucré, donc c'est pas un problème. Si maintenant il fait un trouble de conscience, là c'est autre chose. Donc il est obligé, donc on est obligé éventuellement de le resucrer, soit avec du glucagon, ou bien du sérum hypertonique. Donc là, c'est une autre façon comment on fait. Donc du coup, le resucrage, il est obligatoire et le malade, il doit interrompre immédiatement le jeûne et non pas continuer à jeûner. Très bien. Justement, pour l'hypoglycémie, c'est important et ça a été bien développé. J'ajouterais, Bark, c'est que l'hypoglycémie, lorsqu'on la gère maintenant, on interrompt le jeûne tout de suite, on resucre, ça ne veut pas dire que l'hypoglycémie va disparaître. Il faut contrôler la glycémie plusieurs fois, surtout si le malade prenait un hypoglycémiant oral. C'est important parce que ça peut durer, et d'ailleurs, ça peut durer plusieurs jours. C'est pour cela qu'il faut surveiller ces malades. Il ne faut pas qu'ils reprennent juste après 2 jours ou 3 jours, mais il faut plusieurs jours, il faut bien sûr les suivre. En même temps, il faut contrôler fréquemment, c'est le point le plus important, c'est qu'il faut contrôler fréquemment le sucre. Et tout à l'heure a été dit, chaque cas est un cas, on ne peut pas généraliser, on ne va pas dire à quelqu'un qui est uniquement sous metformine ou sous régime et activité physique de faire le même contrôle comme un malade qui est sous insuline basal bolus, et qui reçoit 3 injections ou 4 injections. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est pour cela qu'il faut éduquer chaque patient, lui donner son protocole ou son schéma de suivi, si vous voulez. Il faut qu'il le respecte particulièrement en matière de contrôle de la glycémie. Que ce soit pour les patients qui font le jeûne ou qui ne le font pas. Le contrôle, surtout pour les gens qui sont sous insuline, il est important. Et moi, je pense, dans certaines situations, il faut aussi vérifier la glycémie, voire interrompre le jeûne. Lorsque le patient ressent, par exemple, une fatigue extrême, il faut qu'il contrôle. Lorsqu'il présente des vertiges, étourdissements, des vomissements, malaise, lorsqu'il, par exemple, il urine beaucoup, il voit qu'il urine beaucoup, il a vraiment soif, beaucoup, il a envie de boire. Dans ces situations, il faut contrôler et voire interrompre le jeûne. C'est des situations rencontrées le plus souvent dans la pratique quotidienne, même si tout dépend, chaque patient, comment il voit la chose. L'importance de l'entourage, justement, du patient, c'est aussi à eux de faire attention que ce patient-là qui n'est pas en train de faire justement une hypo ou une hyperglycémie. C'est important qu'ils soient informés, eux aussi, des risques et des symptômes à surveiller. Ben oui, c'est très important. Surtout si le patient il est dans les hypoglycémies, c'est-à-dire non ressenties. Ça, c'est vraiment un danger pour lui. Alors là, bien sûr, le rôle de l'entourage. L'entourage est très important. Et c'est pour ça qu'on parle dans l'éducation thérapeutique, l'entourage a été toujours une ressource pour le patient. Ça veut dire donc le malade, c'est pour ça que quand on dit un malade qui vit seul, c'est déjà un score élevé. Donc vous voyez, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas entouré, donc c'est un risque pour nous. Donc ce qui explique aujourd'hui
puis, le diabétique, bien sûr, l'entourage doit jouer un rôle très important dans la surveillance du patient. Alors, je dirais la surveillance déjà par rapport, vous avez parlé des signes, oui, des hypos, des hyper, comme il a été bien expliqué par professeur Tobaybia, mais aussi, il y a une éducation aussi, c'est-à-dire l'entourage doit veiller aussi à autre chose. Alors, ce qui doit veiller, c'est par rapport à la table. Ben oui, l'alimentation, parce que finalement, qui va cuisiner? C'est le conjoint. C'est pas le malade qui va cuisiner. Alors, le conjoint donc doit faire attention par rapport à ce qu'on met sur la table. Et c'est ça ce qui est important. Donc, du coup, nous, on culpabilise le malade, mais malheureusement, parfois c'est l'entourage qui est beaucoup plus dans la tentation, je dirais. Et c'est pour ça que donc il sera tenté de prendre des produits sucrés, des produits gras, etc. Donc, je pense que là c'est important de sensibiliser aussi les parents, l'entourage par rapport à la surveillance du patient et surtout par rapport, c'est-à-dire l'alimentation qui devrait être saine et variée. C'est vrai que c'est pas vraiment évident de mettre une table bien garnie puis interdire. Alors toi, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas droit à ça, et puis nous, on a le droit de tout manger. Et comment doit s'alimenter justement? Oui. Justement, ça a été dit déjà par mon collègue, c'est que la famille doit respecter les préférences du malade, doit respecter les règles dictées par le médecin. Entre autres, concernant l'alimentation, si on dit pas trop de sucre, il ne faut pas mettre trop de sucre. Si on dit, bien sûr, lorsqu'il faut prendre deux dates au maximum, une ou deux dates maximum, il faut nous aussi, chiffre impair, c'est très difficile. Je ne voulais pas dire une, parce que il voulait que ce n'est pas suffisant. 3, c'est déjà beaucoup. Même qui trouve les lozouges, de toute façon, il va prendre 3. Ne vous inquiétez pas. Donc, l'essentiel, la même chose. Mettre, par exemple, 2 dates ou 3 dates pour chaque personne qui se trouve dans la table, sur la table. Et il faut mettre, bien sûr, tout ce qui est sucre, donc il faut le réduire au maximum, sauf au début, c'est-à-dire pour faire augmenter un petit peu la glycémie. Bien sûr, il faut éviter tout ce qui est gras. L'idéal, c'est ça, mais c'est très très difficile, je comprends, c'est très difficile. C'est pas évident. Mettre beaucoup de crudités pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour le diabétique, c'est pour tout le monde. Beaucoup de crudités, bien sûr des protéines, et bien sûr, il faut hydrater, il faut donner beaucoup de liquides. Les liquides, bien sûr, particulièrement, il faut éviter les boissons gazeuses. Parce que les boissons gazeuses, d'abord, ça augmente le taux de sucre, mais en même temps, ça ne va pas suffire pour empêcher donc, la soif. La limonade ne sert pas pour se réhydrater. Très bien. Donc, et le pain, j'insiste sur le pain, parce que surtout le pain qui est vendu au niveau des boulangeries, ça a été dit à maintes reprises, une baguette de pain, c'est l'équivalent à peu près entre 20 et 25 morceaux de sucre. Donc vous imaginez, si vous prenez une baguette de pain ou la moitié, déjà, vous avez un taux de sucre trop élevé. C'est pour cela qu'il faut éduquer, on a dit à maintes reprises, la famille doit accompagner le malade, que ce soit un enfant ou un adulte. Mais aussi, plus tard aussi, il faut que la société aussi prépare les conditions nécessaires. Lorsque le patient veut acheter une alimentation healthy, veut acheter du pain complet, il le trouve. Lorsqu'il veut acheter, je ne sais pas, des crudités à un prix raisonnable, il trouve les crudités à un prix raisonnable. Lorsqu'il veut acheter des dates, bien sûr, il les trouve aussi, parce qu'on parle beaucoup de dates, mais aussi les dates aussi, il y a certains qui peut-être qui n'arrivent pas à acheter des dates aujourd'hui, hein, c'est très très difficile. Okay. Et on parle aussi d'activité physique. Ramadan, c'est aussi synonyme de sédentarité. On s'assoit à table et on ne se lève pas de cette table jusqu'au moment de se coucher. Enfin, pour ceux qui font le tarawih, on a au moins une petite activité physique qui peut peut-être compenser, mais pour un diabétique, c'est important aussi d'avoir une activité physique. Ben oui, c'est important. C'est pour ça qu'on dit habituellement il faut bouger. Mais à la question qui se pose, c'est à quel moment je dois bouger? Bon, il y a certains, et je dirais même en dehors de la population diabétique, c'est-à-dire on a tendance à faire du sport ou de l'activité physique juste avant l'iftar. Et ça, c'est une faute, il ne faut pas le faire. C'est pas vraiment indiqué. Alors, ce qui est indiqué aujourd'hui, c'est une activité physique modérée. Habituellement, elle se fait après l'iftar. Donc, le malade, déjà, quand il fait l'iftar, etc., donc il peut éventuellement
sortir marcher, c'est très intéressant. Donc marcher, la marche c'est déjà une activité physique. Et le fait de faire tarawih, 1 heure de tarawih, c'est considéré comme une activité physique suffisante aujourd'hui pendant le ramadan. Donc du coup, on n'est pas obligé d'être dans une activité physique intense qui pourrait exposer éventuellement donc à des complications chez ce patient. Très bien. Donc une alimentation allégée, une activité physique après le repas, pendant tarawih, et du sommeil. Ah oui. Le sommeil est important et on a tendance à un peu se dire que bon, on dormira après l'Aïd. On profite du moment avec les convives. Je vais ajouter à ce qui a été dit, ça a été bien dit, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, chaque cas est un cas. Chaque cas est un cas. Il y a des patients diabétiques qui sont en très bon état général. Il y a des patients diabétiques qui ont une HbA1c à moins de 6 et qui sont à peine sous metformine ou par exemple sous règles gynodiététiques. Ces malades-là, je pense, à mon avis, et mon collègue, je suis sûr, il sera d'accord avec moi, ces malades-là, ils doivent profiter du mois de Ramadan pour multiplier l'activité physique, pour augmenter la sensibilité à l'insuline. Parce que ce qui se pose maintenant, ce qui pose comme problème aujourd'hui le diabétique de type 2, c'est qu'il y a une augmentation de l'insulinorésistance. Et le fait de faire de l'activité physique et de perdre un peu de poids, ça va améliorer l'action de l'insuline et faire baisser les chiffres glycémiques et le taux d'HbA1c. Donc c'est pour cela, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Son voisin, il a fait ça, pourquoi pas moi? Ils lui ont autorisé pour jeûner, pourquoi pas moi? Donc chaque cas est un cas. Comme pour les maladies chroniques. Les hypertendus aussi, il y a des malades qui sont très très bien équilibrés et pourront faire le jeûne, ça pose aucun problème. J'ai rencontré quelqu'un de Tarawih. Il m'a dit, ça va, tout va bien. Il me dit, voilà, j'ai fait une intervention il y a quelques jours. Quelques jours. Quel type d'intervention? On lui a placé 2 stents. Et le monsieur, il a jeûné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le trouve, écoute, là, tu as gaffé. D'abord, tu fais le jeûne, et deuxièmement, tu fais de l'activité physique qui est un petit peu pour toi, je pense, un petit peu, elle est importante, elle nécessite plus d'énergie. C'était très très difficile de le convaincre, justement. La prochaine fois, j'ai dit tarawih ta'ou, il faut que le kursi, et en même temps, il m'a promis de ne pas jeûner au moins pendant 15 jours. Donc c'est très très difficile, c'est pas facile de... Et c'est pour cela, justement, de ne pas hésiter à répéter, à insister et à séparer les patients, les catégories des patients. Il y a des patients, effectivement, qui vont respecter facilement les directives. Mais il y a d'autres qui sont très, très réticents et très, très difficiles. Et ça a été dit par mon collègue, surtout ce qu'on met sur la table. Oui. Le plat, s'il vous plaît, c'est le plus important. C'est l'alimentation. Ramadan, c'est l'alimentation. L'obésité et la plupart des maladies chroniques, c'est d'abord le déséquilibre entre les apports et les sorties. C'est-à-dire les entrées et les sorties. C'est-à-dire il y a un excès de calories qui pénètre au niveau de l'organisme. C'est tout à fait normal. Il sera stocké sous forme de graisse et de réserve. Il y a très peu d'activité. C'est pour cela qu'il faut un peu d'activité. Tarawih, c'est bien. Bien sûr, il faut éviter l'activité intense avant l'iftar parce que ça risque d'entraîner des complications. Mais aussi, il faut qu'on bouge. Bouger. Donc, c'est tout à fait normal. Bouger, c'est 3 fois kursi. Le smartphone, c'est pas une solution. Peut-être faire l'activité avec des collègues. Oui. C'est plus, je pense, c'est plus facile. Donc c'est stimulant lorsqu'on le fait ensemble. C'est encourageant. C'est encourageant, ça encourage les patients. Et c'est intéressant, préparer les conditions aussi. Si on parle de l'activité physique, je profite de cette occasion. L'activité physique aussi, c'est pas facile de faire de l'activité physique ici. Il faut trouver les endroits où les faire. C'est vrai, vous pouvez me dire, vous pouvez la faire à la maison, mais les trottoirs, tout le temps, ils sont occupés. La route aussi, parfois c'est difficile. C'est difficile. Oui. C'est difficile. Il faut trouver. On a pris aussi cette habitude de se garer devant le boulanger, par exemple, et ensuite de se garer devant la maison pour marcher le minimum possible. Non, on peut faire l'activité même dans
dans l'appartement. Hein. Oui. Donc ça pose aucun problème, aller et revenir. On peut le faire, on a fait ça pendant le Covid. Exactement. Mais il faut motiver les gens, c'est pas évident. Hein. Donc il faut expliquer, insister. Et insister aussi sur l'importance du sommeil. Ah le oui. sommeil Le pendant sommeil, ça a été dit voilà. déjà, si tu veux dire un mot. Même pas. Oui. C'est très professeur. important le sommeil. Donc aujourd'hui, donc on considère que le sommeil, donc c'est un sommeil réparateur en quelque sorte. Alors la problématique, c'est que donc il y a un inversement du sommeil chez la population. Donc, je ne parle pas du diabétique, Oui, même les en non-diabétiques, général, parce que malheureusement on dort le jour et on est éveillé le soir. Ça c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Donc ce qui est recommandé, c'est de garder le même rythme. Ça c'est important. Et la durée de sommeil aujourd'hui, donc elle se situe entre 6 et 7 heures. C'est ça ce qui est préconisé aujourd'hui pour une bonne santé. Oui, mais surtout aussi pour les malades hypertendus, parce qu'on sait que pendant le sommeil, c'est là où l'hypertension, la tension, elle baisse. Donc si on ne dort pas, on risque de faire des effectivement. On a la chance maintenant, c'est que c'est pendant l'hiver, la nuit est longue. Et plus ou longue, moins, donc plus ou moins, donc on peut au moins dormir 6 heures. Oui. 6 heures, je pense, on peut. Mais malgré ça, moi, je propose aussi de faire une petite sieste. Si on peut faire une petite sieste, ça va nous aider justement pour continuer donc notre travail, c'est-à-dire faire tarawih, sinon on ne pourra pas tenir le coup. Bien sûr. Et aussi éviter, c'est l'occasion, éviter de prendre beaucoup de café et beaucoup de thé, parce que si on veut avoir un sommeil de bonne qualité, il faut éviter bien sûr tout ce qui est excitant. Tout ce qui est excitant, c'est important. Et comme vous le savez, donc pendant le ramadan, souvent on a tendance à prendre du café, du thé. Donc c'est important de répéter et d'insister. On ne dit pas un café, je pense, c'est important pour certains qui ont surtout des migraines. Des migraines. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin avec des migraines. Il est conseillé, bien sûr, qu'ils prennent leur café au petit matin. Donc, c'est-à-dire avant suhoor, c'est mieux. Donc, ça va les éviter, les céphalées. D'ailleurs, lorsque le patient présente des céphalées, des maux de tête, il faut qu'il contrôle, tu es d'accord avec moi, particulièrement pour le diabétique, il faut qu'il contrôle sa glycémie. Mais je vais dormir un petit peu, je vais faire une petite sieste. Il faut qu'il contrôle d'abord sa glycémie et puis il va faire sa sieste. Et nous allons parler maintenant de l'obésité. Alors l'obésité est un problème de santé publique majeur en Algérie et vous êtes en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu justement de la situation actuelle en Algérie, professeur Tobaïbia? Très bonne question. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Donc pratiquement toutes les sociétés savantes sont impliquées, notre société, la société d'endocrinologie, la société de diabétologie, la société d'hypertension artérielle, toutes les sociétés savantes dans le monde. Et aujourd'hui, pratiquement la santé centrée sur le poids. La santé centrée sur le poids. On disait la prise en charge centrée sur le patient. Aujourd'hui, c'est la santé ou la prise en charge centrée sur le poids. Pourquoi? Si on ne gère pas le poids, on ne peut pas gérer les autres complications. Quelqu'un qui a un excès pondéral, c'est difficile d'équilibrer sa tension artérielle parce qu'on est obligé d'augmenter les doses. La même chose, c'est difficile d'équilibrer son diabète. Donc on est obligé d'augmenter, par exemple, pour les insulines, augmenter les doses d'insuline, ça va augmenter le poids, et ainsi de suite. L'apnée de sommeil, c'est la même chose. C'est pour cela qu'il faut gérer le poids. Et pour gérer le poids aujourd'hui, il y a les moyens non médicamenteux, particulièrement l'alimentation saine et équilibrée, et de l'autre côté, l'activité physique. Lutter contre la sédentarité et la malbouffe. C'est les deux problèmes majeurs, même si l'obésité, elle est multifactorielle. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs il y a le stress, il y a des facteurs donc médicamenteux et d'autres facteurs, donc microbiote, psychologique. Donc il ne faut pas oublier ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement obésogène. Il y a un environnement qui est prêt déjà à développer ou à encourager les gens à devenir obèses. C'est pour cela qu'il faut lutter contre cet environnement. Et nous, dans la Société algérienne d'obésité, maladies métaboliques, avec le ministère de la Santé, on a essayé de faire
évoluer les choses. On a commencé d'abord par l'élaboration d'un guide de prise en charge de l'obésité qui est disponible maintenant sur le site de la société ou même sur le site du ministère de la Santé pour expliquer justement comment diagnostiquer, parce que le plus important, il faut diagnostiquer à un stade précoce, et particulièrement chez le médecin généraliste, comment prendre en charge le patient sur le plan nutritionnel, mais aussi sur le plan activité physique. Si ça ne marche pas, c'est les médicaments, sinon il faut aller jusqu'à la chirurgie. Et tout ça, c'est des points importants. Aujourd'hui, l'obésité est en augmentation. Il n'y a pas moins de 14% de sujets de sexe masculin qui sont obèses, plus de 30% des femmes et 13% la dernière étude, 13% chez les enfants. Ça augmente, c'est pour cela qu'il faut agir maintenant avant que les choses s'aggravent, particulièrement chez les enfants, parce que ça a été constaté que les enfants obèses d'aujourd'hui sont les enfants malades, hypertendus, diabétiques et d'autres maladies à l'âge de 40 ans, 50 ans. C'est pour cela qu'il faut agir maintenant avant qu'il soit trop tard. Et comment le jeûne, justement, peut être un outil thérapeutique, à condition qu'il soit appliqué correctement? Le jeûne, c'est très important. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord le jeûne parce que ça va entraîner une perte pondérale et cette petite perte pondérale, avec l'activité physique, va entraîner une amélioration de l'insulinosensibilité et cette amélioration de l'insulinosensibilité va lutter contre l'apparition de diabète et de certaines maladies comme l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance, elle est améliorée par la perte pondérale. Si le malade commence maintenant en respectant les règles diététiques, c'est sûr qu'il va perdre au moins 2 kilos, à la fin 3 kilos. Il va profiter, et le plus important, c'est qu'il faut qu'il profite. Il continue l'activité physique, il continue donc l'alimentation saine, et si possible aussi, il continue le jeûne, soit le jeûne, lundi et jeudi, sinon il peut faire le jeûne prolongé, ça marche très très bien. Et je pense à la fin, on pourra lutter contre l'obésité et les maladies chroniques. Malheureusement, c'est que souvent les gens qui perdent du poids pendant le ramadan, ils vont le récupérer quelques semaines après. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc c'est une occasion, je pense, pour prendre les choses en main et dire voilà, maintenant je vais lutter contre l'obésité et je vais perdre le maximum de poids. Donc ce jeûne-là, on peut le pratiquer plusieurs fois dans l'année ou bien sûr, continue plusieurs fois, même pour les enfants? Même pour les enfants, c'est-à-dire les enfants, ils peuvent pratiquer un jeûne, bien sûr, d'abord chez l'enfant. Moi, je pense que chez l'enfant, c'est plus facile. Si ce n'est pas d'origine endocrinienne, c'est plus facile à gérer. Parce que l'enfant, il va grandir, c'est tout à fait normal, il aura besoin d'énergie. Le plus important, c'est de gérer son assiette. Le plus important, c'est gérer l'alimentation. Gérer tout ce qui est sucre, parce qu'on donne beaucoup de sucre. Chez les enfants, souvent, vous avez vu, par exemple, lorsqu'ils partent à la crèche ou bien à l'école, qu'est-ce qu'on leur donne comme goûter? Le plus souvent, c'est des jus. Ce n'est même pas des jus de fruits, c'est ultra transformé avec bien sûr des croissants, des noiseries ou bien des biscuits. Et c'est tout à fait normal. Donc il y aura un excès énergétique qui va être stocké sous forme de graisse. Donc chez l'enfant, si on agit sur l'alimentation, parce que les enfants bougent, le plus souvent ils bougent, donc il faut les laisser bouger, parce que souvent on a tendance, ne bouge pas, donc il faut les laisser bouger, je pense, ils vont rapidement perdre du poids. On reviendra sur le sujet bientôt avec une autre émission consacrée justement à l'obésité et on parlera aussi du plan national de lutte contre l'obésité que vous voulez justement, que vous voulez lancer justement. On y reviendra plus en détail dans une prochaine émission. Et là, pour finir justement l'émission, dernier conseil pour les malades chroniques. Tout d'abord pour les diabétiques, ça fait une semaine qu'on jeûne maintenant, donc pour ceux qui s'entêtent quand même à jeûner malgré la contre-indication médicale. Professeur Hawish. Pour ce groupe de patients, je dirais qu'il faut qu'ils fassent très attention. Ça, c'est la première des choses. Alors, le dépistage des complications aiguës, donc on ne cesse de répéter. Donc, au moindre, c'est-à-dire symptômes, ils doivent éventuellement contrôler leur glycémie. Ça, c'est important. Et surtout, consulter le médecin traitant. C'est-à-dire, donc, c'est pas une gestion, juste je vais gérer mon hyperglycémie ou bien mon hypoglycémie à la maison. Et après, donc, je vais reprendre le
le jeûne le plus normalement. Non, il faut revoir son médecin traitant et surtout la diététique, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut soigner son assiette, il faut manger sainement. Et peut-être un mot aussi pour les non-jeûneurs diabétiques. Alors les non-jeûneurs aussi, il faut faire très attention parce que ce sont des malades habituellement qui vont, c'est-à-dire donc partager la même table avec les autres et du coup, ce sont des malades qui sont beaucoup plus exposés à des hyperglycémies. Donc c'est pour ça que nous, habituellement, quand on essaye de sensibiliser les patients, on le fait pour tout le monde, les jeûneurs et les non-jeûneurs. Professeur Topay Biya, à vous. Bon, ça a été dit par mon collègue, donc moi je pense, le problème c'est l'assiette. Oui. Donc il faut, ce que je peux dire à toute personne, jeûneur ou non jeûneur, donc d'abord limiter au maximum et réduire au maximum les apports en sucre et en gras, mais aussi en sel, particulièrement pour les patients hypertendus. Et deuxièmement, il faut fractionner les repas. L'idéal, c'est ne pas manger à la fois, parce que ça entraîne donc une dyspepsie, ça entraîne d'autres complications. L'idéal, c'est de fractionner les repas et surtout, pour les diabétiques et le reste, ne pas sauter donc, le suhoor ou le repas du matin. C'est important. Et ne pas oublier, bien sûr, les médicaments. Prendre les médicaments à heure fixe, se réhydrater, c'est important. Il faut s'hydrater suffisamment. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Exactement. Merci. Professeur Topay Biya, vous êtes chef de service de médecine interne à l'hôpital Berdalia et président de la Société algérienne d'obésité et de maladies métaboliques. Merci pour votre participation. Merci à vous. Et professeur Awish, vous êtes diabétologue, endocrinologue et chef d'unité diabétologie à l'hôpital Mustafa Bachar. Merci pour votre participation à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Canal Algérie et Sahaf Torkom.